Chapitre 9. Pa est assis sur un banc, près du feu, toujours à gauche, le dos contre le mur. C'est sa place favorite. Au-dessus de lui, il a posé une lampe sur la poutre de la cheminée, de telle sorte que la lumière tombe juste sur le livre qu'il vient d'ouvrir sur ses genoux. Il sort de sa poche ses lunettes, qu'il n'utilise guère que dans ces occasions ou pour son travail de sculpteur. Il les juche sur son nez, les verres inclinés, nous jette un coup d'œil par-dessus la monture, puis, ayant cherché sa page, il s'éclaircit la voix. Le repas terminé, nous nous sommes installés autour de lui, un peu comme des acteurs qui, chaque soir, se prépareraient à jouer la même scène. Je suis en face de Pa, sur une chaise, de l'autre côté de la cheminée. Man, les jambes croisées, ses cheveux dénoués, occupe le fauteuil. Quant à Noémie, elle a choisi bien sûr le même banc que Pa pour être tout près de lui, et je songe, une fois de plus, que, naturellement, c'est elle qu'il préfère. Il commence à lire, d'abord d'une voix sourde, mais peu à peu il s'échauffe, s'émeut. On sent qu'il vibre d'une passion intérieure. Pourtant, il évite tout emphase, et seule sa main parfois esquisse un geste, souligne une phrase, accompagne le rythme des mots. Nous l'écoutons immobile, retenant notre souffle. Au début de notre installation à Valmagne, ces lectures du soir avaient été compromises par notre mauvaise grâce, notre turbulence, et surtout par les querelles, qui, pour une raison ou pour une autre, éclataient entre Noémie et moi. À cette époque-là, je la trouvais insupportable, mais maintenant, avec la distance, je crois que les torts étaient partagés. Toujours est-il que, malgré sa patience, mon père avait presque renoncé. De temps à autre, cependant, il faisait une nouvelle tentative, mais un soir, ne pouvant obtenir le silence, il avait brusquement fermé le livre, et, se levant avec un air plus douloureux que courroucé, il était parti dans l'atelier, sans doute pour y poursuivre seul sa lecture. J'imagine qu'il souffrait de notre légèreté, comme je souffre rétrospectivement de m'en être rendu coupable. Mais peut-être étions-nous trop jeunes alors, trop excités aussi par nos courses dans la montagne pour, le soir, être capables d'attention. En revanche, depuis que nous étions retranchés du monde, ces séances avaient pris une nouvelle vigueur. La radio et la télévision n'étaient plus là pour nous tenter. Le visiaphone était hors d'usage. Par la force des choses, nous ne voyions personne. Les mots devenaient notre seule ouverture. Ils étaient comme des fenêtres et des trouées dans la muraille de neige. Désormais, nous écoutions avec une sorte de gravité ce que nous lisait notre père, et Noémie ne tombait plus que rarement de son siège. D'ailleurs, quand cela lui arrivait, on sentait que c'était par inadvertance. Confuse, elle s'en excusait avec une moue et des battements de cils. Quant à moi, je détournais les yeux, et je réussissais à ne pas éclater de rire. Oui, lorsque j'y pense maintenant, je crois que toutes ces pages que nous lisait mon père nous ont été d'un grand secours. Elles nous détournaient de notre angoisse, mais surtout elles nous donnaient, d'une certaine manière, une leçon de courage, de patience et de sagesse. Vers cette époque aussi, je commençais à comprendre que la beauté des mots et l'émotion qu'ils me procuraient allaient jouer un rôle capital dans ma vie. Ce soir-là, donc, il a choisi quelques chapitres des Fioretti de saint François d'Assise dans un beau volume relié de toile mauve, avec un signet de soie. L'éloge de la pauvreté d'abord, puis l'histoire du loup de Gubbio, enfin le sermon aux oiseaux. Et il entra dans le champ et il commença à prêcher aux oiseaux qui étaient à terre. Et aussitôt, ceux qui étaient sur les arbres vinrent auprès de lui, et tous ensemble restèrent immobiles jusqu'à ce que saint François eût fini de prêcher. Et ensuite, ils ne partirent même que lorsqu'il eut donné sa bénédiction. Et selon ce qu'on raconta plus tard frère Massé à frère Jacques de Massa, bien que saint François marchât parmi eux et les toucha de sa tunique, aucun cependant ne bougeait. Fermez les guillemets. Nous aussi, nous connaissons les oiseaux, tous les oiseaux des champs et de la forêt, les corbeaux, les pivers, les bouvreuils, les huppes, les chardonnerets, les mésanges. Il nous arrive de leur parler, Noémie surtout, à voix basse. Elle prétend qu'ils l'écoutent et la comprennent. Elle nourrit les affamés, soigne les blessés, enterre les morts. Avec saint François, nous sommes en territoire familier. Mon père lit encore. Et ses frères, ne possédant comme les oiseaux rien de propre dans ce monde, s'en remettent du soin de leur vie à la seule providence de Dieu.
Pa s'arrête, il referme le livre. Puis il enlève ses lunettes d'un air songeur et il écarte de la main une mèche sur son front. Nous sommes sous le charme, et nous ne bougeons pas, nous ne disons rien, les yeux fixés sur les flammes. À nouveau, j'entends le battement de l'horloge. Pa aimait que le silence et le recueillement prolongent ses lectures, sur lesquelles chacun pouvait méditer à sa guise. Et je n'ai pas oublié non plus les instants où parfois, avant d'aller nous coucher, nous lui demandions de nous choisir quelques livres. Lui qui, les pieds sur les chenets, semblait perdu dans sa rêverie, devenait soudain attentif, comme si nous avions prononcé un mot magique. Il nous regardait alors avec une tendresse toute particulière. Et lorsque j'y pense maintenant, je crois qu'il se sentait soulagé, car il avait craint sans doute qu'à la manière de beaucoup d'enfants, en ce début de siècle, nous nous désertions les livres pour des futilités. Il se levait sans plus attendre et il disait « Eh bien, venez, on va voir cela !» Nous le suivions dans son atelier, où la bibliothèque couvrait presque entièrement les murs. Il tendait la lampe à bout de bras, et il la promenait le long des rayonnages en murmurant « Voyons, voyons ». Les livres étaient pour la plupart brochés, avec des tranches jaunies et usées, car ils avaient beaucoup servi, et certains lui venaient de ses parents ou de tante Agathe. Pas de classement, ou bien alors si mystérieux que je n'ai jamais pu le saisir, mais pas affirmé qu'ils étaient disposés dans un ordre secret, et je dois reconnaître qu'il s'y retrouvait sans hésitation. Il prenait un volume, le feuilletait parfois, parcourait quelques lignes. « Voici pour toi, Simon. Et voilà pour Noémie. Je crois qu'ils vous plairont. » Il nous donnait une caresse affectueuse, et nos livres sous le bras, nous retournions dans la salle. « Ce sera pour demain, » disait-il. « Il se fait tard. Allez dormir maintenant. » Je sais gré à mon père de m'avoir fait partager son goût pour les livres, et cela à une époque où l'on ne considérait pas sans méfiance tout ce qui ressemblait à de la littérature. Le collège de Mareuil où j'étudiais était pourvu d'appareils de toutes sortes, magnétoscope, magnétophone, ordinateur, télévision, et certains prétendaient que ces machines avaient réponse à tout et rendaient la lecture superflue. Quant à la bibliothèque de l'établissement, elle contenait surtout des ouvrages techniques ou de vulgarisation scientifique. La section réservée aux romans et à la poésie restait mince, bien qu'elle comptât un nombre non négligeable de volumes hérités du siècle précédent, et que l'on n'avait pas osé mettre au rebut. J'en étais l'un des rares amateurs, et la fine couche de poussière qui les recouvrait montrait assez bien dans quel état d'abandon ils s'étaient tombés. Il est vrai que la plupart de mes camarades, gavés de mathématiques, de physique, d'informatique, n'avaient plus le désir ni la force de se tourner vers les lettres. Tout ce qui faisait appel à l'imagination, à la sensibilité, au sens artistique ou esthétique, leur paraissait inutile. « À quoi ça sert ?» rabâchait-il d'un air sceptique et parfois méprisant. Et bon nombre de professeurs, même s'ils n'osaient pas le dire de manière aussi ouverte, n'en pensaient sans doute pas moins. Bien que mes résultats dans les disciplines scientifiques fussent acceptables, on jugeait que, compte tenu de mes capacités, ils auraient pu être bien supérieurs, et que je gaspillais mon temps à des activités dérisoires. Je revois le froncement de sourcils et la moue agacée de mon professeur de mathématiques lorsque, découvrant sur ma table quelques romans de Balzac, de Zola ou de Gracq, il les feuilletait en silence, avant de les remettre à leur place d'un geste dédaigneux. Il ne les avait pas lus, ne les lirait sans doute jamais, et il était évident que lui aussi les jugeait superflus. Avec l'air assuré de quelqu'un qui détient les secrets de l'univers, il se remettait à dicter son cours, qu'il nous fallait copier interminablement. Un ennui pesant peu à peu m'envahissait, qui n'avait d'égal que celui que j'éprouverais pendant l'heure suivante à pianoter sur les touches d'un mini-ordinateur au milieu d'une trentaine de garçons et de filles hébétés. Il y avait par bonheur quelques exceptions. Aldebert, qui enseignait l'histoire et qui parfois se hasardait à délaisser quelques instants l'économie pour nous entretenir de l'évolution des arts et des idées. Et surtout des Lauriers, un jeune professeur de français, que ses collègues regardaient de haut, et qui, environné de tant des trois systèmes, ne devait pas avoir la vie facile. Je crois qu'il m'aimait bien des Lauriers, parce que nous avions les mêmes goûts, les mêmes dégoûts, et que je le comprenais à mi-mot. C'est lui qui m'a fait découvrir des auteurs contemporains, comme Pascal Renoux, Jean-Pierre Larcher, Richard Dorémont, dont il me prêtait les livres. Il me les recommandait avec une telle chaleur et une telle amitié que je lui demandai un jour s'il connaissait personnellement ces écrivains. « Pas au sens strict du terme, me dit-il, mais la meilleure façon de connaître un écrivain, n'est-ce pas de lire ce qu'il a exprimé de meilleur en lui ?» Il corrigeait mes devoirs avec un soin tout particulier,
ne me passant ni les inexactitudes de vocabulaire, ni la moindre faute de syntaxe, ni les manquements à l'harmonie des mots et des phrases. Je lui dois, ainsi qu'à mon père, de savoir encore écrire, à une époque où l'écriture se perd ou bien se réduit à de pauvres jargons. J'ai donc éprouvé, très jeune, la joie de pénétrer dans ces livres, qui à la fois vous touchent le cœur et déchaînent l'imagination. À l'époque dont je parle, je commençais de m'aventurer, avec l'innocence de l'enfant et la curiosité de l'adolescent, dans ce monde qui m'ouvrait ces merveilleux espaces, dont je pressentais, non sans quelque vertige, qu'ils étaient illimités. Je me souviens pourtant d'avoir parfois déclaré à mon père que les livres m'étouffaient et qu'il y avait mieux à faire dans la vie. Ce n'est pas sans remords que je songe à ces paroles qui me soufflaient le démon de la provocation et qui me venaient comme malgré moi aux lèvres. Mon père me regardait d'un air surpris et peiné, mais il choisissait de considérer mes remarques sous leur meilleur angle. « En effet, disait-il, il faut courir la montagne, jouer, respirer, observer les bêtes, les plantes, tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas moi qui voudrais te voir enseveli sous les livres. » Ou bien encore je prenais des ouvrages médiocres, de ces récits pour adolescents que rédigent à la chaîne ou presque des tâcherons, et j'en célébrais les vertus à mon père qui m'écoutait en hochant la tête, avant de m'opposer ses arguments. Parfois je m'obstinais, il haussait les épaules. Nous nous refermions l'un et l'autre, mécontents et malheureux. C'était là, je l'imagine, une façon pour moi d'affirmer, d'une manière maladroite et injuste, mes aspirations à l'originalité et à l'indépendance. Nos brouilles d'ailleurs ne duraient guère. Nous parlions d'autre chose, et ce n'étaient pas les sujets de conversation qui nous manquaient.